Et voilà que presque 3 ans plus tard, je suis toujours en plan et je n'ai toujours pas la suite. Donc je ne fais qu'envoyer des messages à Olivia pour qu'elle écrive la suite. Franchement, j'ai l'impression d'être une side chick parfois, vous voyez, genre je me fais planter comme ça par des fuckboys qui sont mes copines autrices, qui veulent pas écrire la suite de leur roman, et moi, qu'est-ce que je suis censée faire? Je ne sais pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, j'espère que votre année 2023 sera remplie de choses merveilleuses, que vous pourrez accomplir tous vos projets, que vous aurez la santé, c'est très important, le bonheur, l'amour, etc., etc. Je me suis rendu compte que ça faisait super longtemps que j'avais pas posté, je suis vraiment désolée, mais je sais pas si vous avez remarqué, à la fin de toutes mes dernières vidéos, je dis jamais à la semaine prochaine, et je dis toujours à bientôt, parce que je pense que je savais que voilà, je n'allais pas être très consistante. En vrai, même si personne ne me demande de me justifier, j'ai pas vraiment d'excuses pour avoir disparu, juste j'étais plus trop dans le mood de faire des vidéos. J'ai eu une petite panne de lecture aussi cet été en début d'année, du coup enfin début d'année scolaire, du coup je lisais pas trop. Il y a que là vraiment où je suis en train de me remettre dans le bain de la lecture avec ma relecture de la 9e maison qui fait vraiment du bien. Mais si je dois faire une petite parenthèse sur ça, c'est vrai que ces derniers mois je me suis posé pas mal de questions niveau lecture parce que j'étais hyper blasée en fait. J'avais l'impression d'enchaîner que des lectures médiocres ou qui me correspondaient pas, et voilà, et j'avais l'impression qu'en fait les livres qu'on nous proposait c'était toujours la même chose, et c'était extrêmement frustrant pour moi, pas forcément d'un point de vue représentation, mais de manière générale en fait. Je trouve que je suis quelqu'un d'assez compliqué comme vous l'aurez pu le constater. Ce qui fait que en soi j'avais pas des lectures horribles, mais c'était pas non plus des lectures où je me disais oh trop bien ce livre, j'ai trop envie de lire la suite. Ce qui fait que j'ai DNF plein de sagas, plein de séries, que j'ai DNF plein de livres, et que voilà en fait ça me donnait pas envie de prendre le prochain livre, parce que je trouve que dans le monde de l'édition finalement, si on regarde bien, tous les livres se ressemblent et tout est fait pour que ça rentre dans un espèce de moule qui, à mon sens, brime un peu la créativité, et en fait, je trouve ça dommage, tout simplement. Après, heureusement, il y a des pépites qui sortent de temps en temps, qui me remettent toujours d'aplomb, et des livres que je lis, et je me dis, ouais, c'est vraiment pour ça que je lis des livres, mais vraiment, ces derniers mois, ça allait pas du tout. Enfin, quand j'avais envie de lire des livres avec des personnages, des héroïnes noires, que ce soit déjà en contemporain, franchement, je les laisse de côté, parce que à chaque fois que je lis un livre contemporain avec une héroïne noire, ça finit toujours par traiter de racisme. En fait, c'est bon, je pense qu'on a compris que, je pense que ça concerne toutes les minorités, mais je pense les minorités ethniques, en tout cas, je pense qu'on a compris qu'on n'était pas blanc, et on n'a pas besoin, même dans l'imaginaire, qu'on nous le répète, parce que même en fantasy, c'était le cas, en fait, il y avait toujours des histoires mêlées au racisme, à l'oppression, à tout ce que vous voulez. Donc bon, en soi, l'oppression, ça dépend quel genre d'oppression, après vous me direz, ça dépend aussi des avis, mais ouais, j'en pouvais vraiment plus, ça m'a blasé de ouf. Et puis toutes les histoires qui ont ressurgi, etc., le fait de voir que c'était toujours les mêmes auteurs qui étaient mis en avant et tout, franchement ça m'a blasé, ça m'a tellement blasé que voilà, ça plus en association des livres que je lisais qui étaient pas ouf, ça m'a plus donné envie de lire, et j'avais pas spécialement envie de faire de vidéo non plus. Je pourrais m'étaler plus longtemps sur le sujet, mais c'est pas le but de la vidéo. Mais en tout cas, cette année, j'ai lu 60 livres. Je n'ai absolument pas atteint mon objectif Goodreads, mais si je peux me permettre, il y a 2 autres livres que j'ai lus qui ne sont pas sur Goodreads, puisque il s'agit du livre de Clara, Nos plus belles années, qui va paraître au printemps prochain chez Hachette Roman. Je suis vraiment trop contente pour elle, sans oublier le livre de Margot que j'ai pu ajouter comme dernier livre lu en 2022, parce que je l'ai lu en début d'année scolaire, et qui va paraître chez Brajlon début février. Je suis vraiment trop heureuse pour elle, et voilà, franchement ça a été aussi quelque chose d'hyper positif pour moi de voir mes copines accomplir leurs rêves, de voir qu'elles vont être publiées, être des autrices qui pourront aller en dédicace, etc. Franchement ça me fait trop chaud au cœur pour elles, et je suis trop heureuse, donc j'espère que ça va continuer à s'étendre et que tout le monde pourra réaliser ses rêves en 2023. Mais voilà, tout ça pour dire que 2023 niveau lecture, ça a pas été fou.
J'espère que 2023 sera meilleur. Je pense que oui, parce que comme d'habitude, d'année en année, je sélectionne mes livres avec de plus en plus de soin. Et donc voilà. Sur ce, sans attendre, je vais commencer par vous présenter mes meilleures lectures de l'année, suivies par mes pires lectures de l'année. Et vous verrez, dans les deux catégories, il y en a pas énormément. Genre vraiment, j'ai fait ma pile de livres là que j'ai posé à côté pour mes livres favoris. Et j'étais en mode, mais c'est tout. C'est tout. Enfin, je suis même allée sur Goodreads pour voir et je suis allée voir mon récapitulatif d'année 2022. J'étais là en mode ah ouais, il y a vraiment pas énormément de livres auxquels j'ai donné 5 étoiles. C'est pas facile tout ça, c'est pas facile, tout en sachant qu'en 2022 j'ai eu des relectures de gros bouquins aussi qui étaient des 5 étoiles, mais étant donné que je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas les remettre dans mon top 2023, ça n'aurait aucun sens. Mais du coup, c'est parti. Je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai disparu de YouTube et si quand j'étais encore là, je vous avais parlé d'une trilogie qui avait été une véritable surprise et un coup de cœur absolu. Mais en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter La Faucheuse. Il s'agit là de l'édition spéciale Illumicrate avec des livres tout à fait magnifiques que j'ai présentés sur mon TikTok. Donc si vous voulez les voir avec détail, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ma page TikTok. Mais voilà, il me semble que je vous avais déjà parlé de La Faucheuse, mais au cas où je vous refais un petit résumé. Donc La Faucheuse, c'est une dystopie young adulte qui prend place dans un monde où en fait la mort n'existe plus. C'est-à-dire que les humains ont réussi à conquérir la mort et en fait les gens peuvent vivre éternellement. Sauf que dans un monde comme ceci, étant donné qu'il faut protéger les ressources de la terre, etc., on ne peut pas se permettre que les gens puissent se reproduire à l'infini, parce que sinon ils risquent d'avoir des problèmes de surpopulation. Maintenant qu'en gros, il n'y a ni problème d'environnement, ni problème de mort, de maladie, etc. Et du coup, il y a une communauté qui a été créée pour répondre à ce besoin, qui s'appelle les faucheurs. Et donc le travail des faucheurs, ça va être tout simplement de tuer des gens, donc de sélectionner des gens sur des critères totalement aléatoires, on va dire, donc ça peut pas être par des motifs insidieux, et déterminer que ces gens-là vont devoir mourir. Et donc dans cette histoire, on va suivre deux adolescents qui s'appellent Citra et Rohan et qui tous les deux vont être choisis par le maître faucheur Faraday pour devenir des apprentis faucheurs afin qu'ils leur apprennent en fait les cordes du métier et à comment devenir un faucheur avec un code d'éthique, parce que les faucheurs ont un code de conduite et un code éthique qu'ils doivent absolument respecter. Et je tiens également à préciser que dans ce monde, en fait, la société en tant que telle est parfaite parce qu'elle est régulée par une intelligence artificielle qui s'appelle le Thunderhead. Et en fait, le Thunderhead, c'est un espèce c'est une intelligence artificielle omnisciente qui est présente partout, qui voit plein de choses, mais qui est tenue par sa propre parole, par ses propres règles, qui est incapable de mentir et qui est au service des humains. Et donc, Citra et Rohan, disais-je, vont être jetés dans ce monde de faucheurs qui font partie d'une élite, très clairement, et ils vont se rendre compte qu'en fait, tout le monde n'est pas d'accord dans la communauté de faucheurs, parce il commence à avoir des dissensions, et il y a certaines personnes qui estiment que être faucheur, ça devrait plus être un plaisir, et qu'il y a trop de règles, et que en fait, c'est un peu les faucheurs qui devraient diriger le monde, entre guillemets. Donc il y a plein de choses qui vont se passer, des rebondissements, des mystères, des enquêtes et tout. Et franchement, quand je vous dis que j'ai été agréablement surprise par cette trilogie, je sais pas si c'est parce qu'elle est labelliée young adulte ou pas, mais j'y suis allée sans vraiment m'attendre à grand chose parce que c'était pas une trilogie dont on m'avait énormément parlé, mais qui m'avait quand même été recommandée. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur mais intergalactique, et spécialement pour le deuxième tome dont je ne peux pas vous parler parce que sinon ça risque de vous spoiler ce qui se passe dans le premier tome. Mais le deuxième tome, je l'ai lu je crois en 2 jours. J'ai jamais aussi rapidement su qu'un livre serait un coup de cœur, et en fait toutes les thématiques qui sont abordées dans La Faucheuse, c'est des thématiques que je trouve incroyables, et surtout le génie de Neil Schusterman, la manière qu'il a d'aborder les choses, d'amener des sujets qui sont des sujets de société réels, d'aborder la condition humaine. En fait,
c'est juste incroyable. Enfin, ça nous montre à quel point l'humain peut être pourri, et ça nous montre en fait que lorsque l'humain n'a pas de limites, il est capable de faire n'importe quoi, et c'est vraiment incroyable. Enfin franchement, je vous la recommande de tout cœur, peu importe l'âge que vous avez, mais si vous aimez la dystopie, n'hésitez pas et foncez, et ne vous dites pas que c'est parce que c'est du young adulte que ça ne vous correspondra pas ou que ce sera trop immature, parce que c'est absolument pas le cas. La fin m'a bluffée, mais à tel point que je l'écoutais en audio alors que je devais aller voir une copine, et même quand ma copine était là, j'avais du mal à mettre pause pour pouvoir écouter la fin tellement il se passe des trucs de ouf à la fin. Mais franchement, un génie de maîtrise ce livre, et avec des réflexions, mais que, enfin, comme je vous ai dit, des réflexions sur la condition humaine, sur la religion, énormément de choses. Et ouais, je ne peux que vous recommander cette magnifique trilogie qui a été un coup de cœur absolu et que j'ai hâte de relire et d'annoter. Ensuite, un autre livre dont je vous ai déjà parlé en début d'année, il me semble, et qui avait été mon premier coup de cœur de l'année 2022, il s'agit de A Diary of Blood, que je tiens là en édition spéciale Fairyloot, que j'ai eu dans mon abonnement Fairyloot adulte. Ce livre-là, du coup, c'est un retelling de Dracula, mais du point de vue de sa femme. Et en fait, dès le début du livre, elle écrit une lettre à Dracula et elle explique pourquoi est-ce qu'elle l'a tué. Ce n'est absolument pas un spoil, hein, c'est dans le résumé et voilà. Mais elle explique pourquoi est-ce qu'elle l'a tué. En fait, elle retrace le moment où elle a rencontré, à partir du moment où elle a rencontré Dracula et toutes les années qui l'ont accompagnée. Comment vous dire que j'ai tellement aimé ce livre. Enfin, il est tellement bien écrit, il y a une poésie incroyable dans chacun des mots qui sont placés. C'est romantique, c'est sombre, c'est très réel aussi. Et en fait, on suit l'évolution de cette jeune femme qui au début était humaine, puis qui a été transformée en vampire, qui va se transformer peu à peu et qui va découvrir les secrets les plus sombres de son époux. Et voilà, et qui va changer au fur et à mesure des années sans pour autant renoncer à sa foi et à ses valeurs, mais qui va quand même être manipulé à travers les années par cet homme qui est clairement un pervers narcissique. Genre clairement, c'est la définition même d'un amour toxique et d'un pervers narcissique. On aborde aussi les relations polyamoureuses et vraiment on est dans les coulisses de ce qu'est une relation avec un pervers narcissique. Et je trouve que ça a été dépeint mais à la perfection, à contrario de certains autres livres qui ont peut-être tendance à romantiser. Là on se rend compte que c'est pas du tout romantisé, en fait peut-être que l'atmosphère est gothique et que c'est sexy et tout ce que vous voulez, mais on se rend quand même compte que c'est mal, que c'est de la manipulation et qu'il fait énormément de mal autour de lui. Et franchement je vous le recommande de tout cœur. Je sais pas si ce livre sera un jour traduit en français, je l'espère, parce que j'ai vu qu'il y avait une traduction en italien et en allemand il me semble, et il faudrait qu'une maison d'édition se décide à l'acheter parce qu'il est vraiment trop cool. L'autrice va d'ailleurs sortir un deuxième roman qui ne sera pas tiré de Dracula, mais qui sera aussi un retelling. Et franchement, j'ai trop hâte de lire ce qu'elle écrit, parce que elle écrit de manière tellement belle, hypnotisante et poétique, et j'avais entendu que du bien de ce livre. Il avait été recommandé par Hailey de The Pages of Hailey. Je suis toutes ses recommandations et franchement je n'ai absolument pas été déçue. Donc si je vous avais été convaincue par ce résumé, si vous lisez en anglais, allez-y, foncez et lisez-le, parce qu'en plus il est court comme vous pouvez le voir et il se lit tellement vite. Enfin moi j'ai adoré. Peut-être même la seule chose que je pourrais reprocher à ce livre, c'est qu'il était même un peu trop court. Donc voilà, petite pause hydratation. Buvez du thé et de l'eau, c'est très important. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a aucun contemporain dans cette liste. En même temps, j'ai lu très peu de contemporains cette année. J'ai lu un peu de Taylor Jenkins Reid et j'ai pas beaucoup apprécié ses romans, mais pas suffisamment pour qu'ils fassent leur entrée dans ce top malheureusement. Mais oui, sinon ça sera que de la fantasy, de la dystopie et de la non-fiction. Voilà, et en parlant de non-fiction, un livre dont également je vous ai déjà parlé, mais parce que je me rends compte que tous mes coups de cœur je les ai eus en début d'année, puisque sur la fin d'année j'ai quasiment rien lu, donc comme ça la question elle est vite répondue. Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi, qui est un livre de non-fiction publié aux éditions Stock, que j'ai lu en début d'année et que j'ai lu après une lecture totalement chaotique qui m'a fait me poser énormément de questions et qui m'a remis d'aplomb en fait, parce que clairement après la lecture de cet autre livre dont je vous parlerai après, j'étais limite déprimée.
Et ce livre m'a permis de me remettre sur pied. Donc merci beaucoup Jennifer Padjemi, j'espère que vous écrirez d'autres livres madame. Je vous lis le résumé parce que ce sera beaucoup plus simple comme ça. Je lis d'hyper près parce qu'encore une fois je n'ai pas mes lunettes. Dans un essai documenté, passionné et engagé, Jennifer Padjemi explore l'alliance pour le meilleur et pour le pire du féminisme et de la pop culture. En reprenant les fils des mouvements féminismes modernes, du concept de body positive au phénomène MeToo et en se fondant sur son expérience de femme noire, elle décortique le rapport que nous entretenons avec les objets culturels les plus populaires. Biberonnée aux clips vidéo, chansons grand public et maintenant aux séries TV, notre consommation de divertissement façonne, accompagne et parfois challenge notre vision du monde. En utilisant la pop culture comme un miroir de notre société mondialisée, l'auteur questionne le genre, la sexualité et l'intersectionnalité, interroge les liens d'interdépendance entre consommation de masse et idéologie progressiste, un livre qui éclaire d'un regard joyeux et issu de nos divertissements, sans concession du patriarcat. Et je n'aurais pas fait meilleur résumé moi-même, donc c'est un livre de non-fiction où la journaliste Jennifer Padjemi va en fait nous rendre compte de choses qu'elle a découvert et sur lesquelles elle s'est renseignée en ce qui concerne le féminisme, la pop culture et comment est-ce que le féminisme est avancé en fait dans la pop culture, donc dans nos divertissements à nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai réalisé au fur et à mesure des années parce que j'étais une grande consommatrice de séries TV, particulièrement par Shonda Rhimes. Et Shonda Rhimes, donc c'est la directrice exécutive de Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder et maintenant de Bridgerton. Donc elle a fondé sa propre marque entre guillemets de séries télé qui s'appelle Shondaland. Et en fait Shonda Rhimes, les séries qu'elle a produites, ça a été les premières séries où j'ai découvert des héroïnes ou du moins des personnages, des support characters qui avaient une storyline du début à la fin, qui étaient des personnages racisés, des personnages de couleur, des personnages LGBT, etc., qui n'étaient pas tués instantanément, qui étaient hyper intéressants et qui avaient des carrières qui donnaient envie d'être ces personnages en fait. Enfin moi, pendant une grande partie de la fin de mon adolescence, Olivia Pope c'était mon rôle modèle, c'était la femme que j'avais envie d'être et j'étais trop contente en fait d'avoir des modèles comme ça de femmes noires puissantes, carriéristes, etc., disponibles à la télé. Et franchement je ne la remercierai jamais assez parce qu'elle a façonné une grande partie de moi, une grande partie de développement de mon propre féminisme. Et d'ailleurs dans un moment de ce roman, Jennifer Padjemi parle de Grey's Anatomy, elle parle du personnage de Christina Young qui est en fait le contraire même de ce qu'était à l'époque l'héroïne type, puisque c'est une femme hyper carriériste qui ne montre pas ses émotions, qui ne veut pas d'enfants et qui ne veut rien faire passer après sa carrière en fait. Et Christina pour moi aussi pendant très longtemps ça a été un rôle modèle à l'époque où j'avais énormément d'ambition et où je voulais faire du droit et devenir je ne sais pas qui, enfin bref quelqu'un de très important. Mais voilà, et c'était hyper important pour moi et il y a énormément de passages en fait qui m'ont mis les larmes aux yeux parce que c'était vraiment pour moi le fait de tout ce qui est présent, toutes les informations présentes dans ce livre, c'est des choses que je savais déjà, mais de le voir constitué sur le papier et pouvoir mettre des mots sur ce que je savais déjà, ça m'a vraiment fait trop plaisir et c'est typiquement un livre que j'ai annoté et que je pense je relirai et je re-relirai. En plus de ça, on a énormément de sources à la fin pour pouvoir se renseigner encore plus et puis lire d'autres romans de non-fiction pour pouvoir étendre ses connaissances. Donc franchement, je vous le conseille à 100%. Parce que même si Jennifer Padjemi, là, elle a pris son point de vue de femme noire, je trouve que ça s'applique quand même à n'importe quelle personne qui est intéressée par l'intersectionnalité et par le divertissement de masse et de voilà comment est-ce que ça a changé notre consommation aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, rien que d'en parler comme ça me donne envie de le relire. Et en fait, ce livre m'a rappelé qu'il y avait de l'espoir en fait parce qu'il y avait des femmes qui, comme moi, avaient envie de changer les choses et de mettre plus de représentation dans les médias sans que ce soit des représentations stéréotypé, etc. Donc franchement, allez-y, et foncez, et lisez féminisme et pop culture parce qu'il est trop bien. Toujours dans la même lancée en termes de non-fiction, j'ai lu White Tears, Brown Scars, qui est un livre qui m'avait été recommandé par Souheila. J'arrêtais pas de la voir, en parler tout le temps, et en fait je me suis dit mais c'est bon, il faut absolument que je lise ce roman, enfin il faut que je lise cet écrit de non-fiction, et franchement, je sais pas si on voit très bien le nombre de post-it qu'il y a, mais il y en a énormément et ce livre je l'ai lu cet été, ça a été une de mes seules lectures de l'été d'ailleurs
et j'arrête pas de le recommander à n'importe qui. Il n'est pas encore traduit en français malheureusement, mais j'ai envie de vous dire, j'ai un petit peu peur de la traduction et de ce que ça pourrait donner, parce que clairement ça c'est le genre de livre où si t'as une erreur de traduction, ça va te chambouler tout le sens du livre et ça va tout détruire. Donc clairement, s'il y a une maison d'édition française qui se décide de traduire ce livre, va falloir faire un travail de traduction incroyable et engager un sensitivity reader et tout ce que vous voulez et relire, etc. Parce que c'est un livre très important qui ne peut pas se permettre d'être mal traduit en fait, c'est pas possible. Et donc dans White Tears Brown Scars, la journaliste Ruby Ahmad vient en fait expliquer comment est-ce que les larmes des femmes blanches ont été utilisées historiquement et continuent d'être utilisées aujourd'hui dans l'oppression de personnes racisées, et comment est-ce que le féminisme blanc est totalement contraire à l'idée même de féminisme et est incompatible avec l'intersectionnalité, et pourquoi est-ce que quand on parle de féminisme on exclut en général les white féministes, et pourquoi est-ce qu'on dit que les white féministes ne sont pas nos alliés, et qu'est-ce que le white féministe en fait, le white féminisme pardon, qui est en fait juste une idéologie des femmes blanches pour atteindre le même niveau que les hommes blancs, en s'en foutant totalement des autres femmes racisées qui en général font même plus avancer le combat. Donc c'est un résumé un peu grossier, mais globalement c'est ça. Et en fait dans ce livre, Ruby Ahmad, elle va utiliser des témoignages, donc elle va interviewer énormément de personnes, elle va utiliser son expérience personnelle, mais également énormément de sources historiques et documentées, que ce soit en ce qui concerne les États-Unis. Enfin, elle reste quand même globalement sur les États-Unis, mais elle parle aussi un petit peu des autres pays, un petit peu de l'Europe et tout, même si c'est pas son sujet de prédilection. Et en fait, ce que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est que elle, c'est une femme arabe, il me semble. Je sais plus de quelle origine elle est exactement. Attendez. Ah bah flûte, je me rappelle plus, mais en tout cas, c'est une femme racisée arabe. De ce que je sais, corrigez-moi si je me trompe. Et en fait, ce livre est découpé en chapitres, mais qui va s'appuyer, ou du moins vraiment aller dans le pointu, sur tout ce qui est oppression de toute femme racisée. Donc pendant très longtemps, elle va parler de l'oppression, il y a un chapitre entier dévolu à l'oppression des femmes noires, à l'esclavage, etc., aux stéréotypes dévolus aux femmes noires. Elle va parler des femmes asiatiques, elle va parler des femmes... comment j'ai oublié mon mot. Voilà, des Indigenous Women, donc les Indiennes d'Amérique, les First Nations, etc. En gros, voilà, elle parle de toute catégorie de femmes racisées dans ce livre, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc comme j'ai dit, appuyé d'énormément de sources documentaires. Et encore une fois, dans ce livre, en fait, il y a certaines choses que je savais, mais sur lesquelles je savais pas qu'il y avait des noms qui étaient posés, mais des concepts que je connaissais déjà. Et ça m'a fait énormément de bien, en fait, de lire ce livre et de voir des mots posés sur ce que je connaissais déjà, un peu comme dans féminisme et pop culture, mais celui-ci encore plus en profondeur. Et il y a vraiment eu des témoignages, enfin, qui m'ont choquée, même si c'était des choses dont j'étais déjà au courant, mais des choses, mais enfin, incroyable quoi, des témoignages où je me dis mais c'est pas possible de se comporter de cette manière-là. Et vraiment, je trouve que ce livre devrait être lu par toutes les femmes blanches qui se revendiquent féministes et qui se revendiquent féministes intersectionnelles, parce que c'est très facile de se coller cette étiquette, etc., pour dire non mais moi j'aime tout le monde, ceci, cela. J'ouvre aussi la parenthèse pour dire qu'elle parle également des femmes musulmanes et des femmes arabes dans ce livre, bien évidemment. Voilà, donc c'est très facile de se coller cette étiquette, mais de derrière pas savoir ce que ça veut dire et de participer activement à l'oppression de ces femmes-là sans savoir qu'elles le font, quoi. Donc franchement, encore une fois, rien que d'en parler, ça me donne envie de le relire. D'ailleurs, je pense que je vais aller relire quelques passages que j'ai postités, parce que incroyable ce livre, incroyable. Et il faut savoir que de base, ce livre, ça avait été un article qu'elle avait publié, qui avait reçu un backlash mais incroyable. Il me semble qu'elle s'était fait virer de son... Je sais plus si c'était elle qui s'était fait virer de son travail après avoir écrit cet article, ou bien si c'était une femme dans un des témoignages qui avait republié l'article et qui après s'était fait renvoyer parce que des femmes blanches s'étaient plaintes de sa republication. Mais voilà, et c'est ensuite un ouvrage qu'elle a transformé en livre et qui clairement pour moi devrait être une lecture obligatoire. Donc franchement, si vous maîtrisez un petit peu l'anglais, c'est pas de l'anglais très compliqué, foncez et lisez-le. Moi, toutes les ressources qu'elle a citées à la fin de ses livres, à la fin de son livre, j'ai vraiment trop envie de les lire. Genre je sais que cette année, j'ai beaucoup envie de lire du Bell Hooks, qui apparemment est une écrivaine incroyable, donc franchement
j'ai trop hâte là, je suis dans ma lancée non-fiction. Ensuite, on revient sur de la fantasy avec l'avant-dernier livre que je vous présente et qui est Le Temps des Corbeaux de Deborah Egg, qui est un livre auto-publié qui m'a été envoyé en service presse par ma copine Deborah parce que je la connais, enfin je la suis depuis très longtemps, enfin on se suit mutuellement et elle me parlait souvent de son roman et je lui disais que ça avait l'air incroyable et quand elle a commencé à faire la promotion de son roman, je vous invite d'ailleurs à la suivre sur Instagram, je vous mettrai son arrobase quelque part en barre d'infos. Elle a commencé à publier des illustrations, des résumés, des fiches personnages, etc. Et je lui ai dit mais meuf, il a l'air incroyable son roman et avant même qu'elle le publie, elle me parlait déjà en fait du fait que son roman ressemblait beaucoup à Crescent City, à savoir que même si vous lisez ce roman et que vous trouvez des similitudes, le concept même de ce livre, elle l'avait écrit quand elle était ado, donc bien avant même que Crescent City sorte, mais c'est de l'urban fantasy avec plein d'espèces, etc. Donc effectivement, on peut faire le rapprochement avec Crescent City. Et d'ailleurs, pour le vendre, moi, c'est ce que je fais. Si vous avez adoré Crescent City, mais que vous cherchez un livre avec plus de représentation, écrite par une femme racisée et qui est trop bien et qui est pas du tout cringe et qui n'est pas non plus vulgaire, je vous conseille à 100% Le Temps des Corbeaux parce qu'il est trop bien. Enfin vraiment, j'ai passé un trop bon moment de lecture et j'ai hâte de lire le tome 2. Dans ce livre, on est dans la ville de Silver Hollow au nord-ouest des États-Unis et ensuite l'histoire de Dolly Sinclair qui est un corbeau, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la police magique qui a pour but en fait de masquer un petit peu les crimes et de faire en sorte que tout se passe bien entre les humains et les supernaturels et que les humains ne découvrent pas que les supernaturels existent. Sauf que il se passe des choses un petit peu bizarres là en ce moment à Silver Hollow, l'atmosphère elle est un peu chelou et Dolly elle sait pas trop à quoi c'est lié, elle sait pas si c'est à cause de la révision du traité qui est censé arriver très bientôt ou si c'est autre chose. Et quand il y a une jeune Faye qui disparaît, Dolly commence à se poser énormément de questions, sauf qu'en fait personne ne la prend au sérieux, sa supérieure lui dit de laisser tomber et que l'affaire elle est classée, sauf que Dolly bien sûr elle décide qu'elle va absolument pas s'arrêter là et que c'est son moment en fait de faire ses preuves et de prouver en fait que c'est pas une gamine et qu'on peut lui faire confiance. Du coup elle décide de se plonger dans cette affaire et sur son chemin elle va croiser des personnes qui vont plus ou moins l'accompagner, que ce soit des ennemis, des gens à qui elle peut faire confiance, des gens qui vont devenir des amis, etc. Dont elle a besoin et dont eux également ont besoin pour aller au bout de cette affaire et donc c'est comme ça qu'elle va mener l'enquête avec toute sa joyeuse bande et franchement c'est un des meilleurs found family tropes que j'ai lu après Six of Crows, il est vraiment trop bien, enfin moi j'ai adoré la manière dont les personnages ont été introduits, tous les personnages ils ont des particularités, genre Dolly elle est hyper impulsive, elle est toujours hyper provocatrice, etc. On a bien évidemment un peu de romance dans ce livre, mais je n'en dis pas plus, en tout cas un petit enemies to lovers, we love to see it, on a des relations d'amitié, etc. Et franchement, il était trop bien, le retournement de situation, mais quand je vous dis que je l'avais pas vu venir, c'est-à-dire que vraiment, quand le plot twist il est arrivé, j'étais en mode mais quoi, mais c'est une blague, vraiment je n'aurais jamais soupçonné. Donc chapeau à Deborah parce que franchement elle m'a amené sur une piste mais qui n'avait rien à voir et je lui ai envoyé des messages comme une hystérique en train de lui dire mais t'es sérieuse, etc. C'est ça qui est en train de se passer, tellement je ne m'y attendais pas, enfin, c'était n'importe quoi, un scandale. Et franchement la fin me donne tellement envie de lire la suite, du coup j'arrête pas de la harceler pour lui dire de lire la suite, mais j'ai l'impression que c'est un schéma récurrent parce que vous voyez Les Carmets d'Or de Olivia, c'était pareil, je l'ai lu, j'étais en sang, je l'ai conseillé à tout le monde et voilà que presque 3 ans plus tard je suis toujours en plan et je n'ai toujours pas la suite, donc je ne fais qu'envoyer des messages à Olivia pour qu'elle écrive la suite. Franchement j'ai l'impression d'être une side chick parfois, vous voyez, genre je me fais planter comme ça par des fuckboys qui sont mes copines autrices qui veulent pas écrire la suite de leur roman et moi qu'est-ce que je suis censée faire? Je ne sais pas, mais c'est pas facile. En tout cas, je vous conseille absolument de les lire. En plus, regardez la couverture, comment elle est trop belle. Il est un peu long, il fait plus de 600 pages. Attendez. Ouais, un peu plus de 600 pages, mais il vaut totalement le coup. Donc franchement, un gros cœur sur ce livre et j'ai trop hâte de lire la suite. Et enfin, pour terminer, j'aimerais vous présenter Ray Bearer, dont je vous ai déjà parlé, de Jordan Ifueko. Ceci est le tome 1. Et d'ailleurs, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas lire Ray Bearer pour la simple et bonne raison qu'il est sorti en français chez J'ai lu. Il s'appelle Les 12 d'Aritsar. Il est sorti, voilà, début janvier. Donc, allez-y.
foncez, lisez-le, vous n'avez aucune excuse parce que ce livre était vraiment incroyable. C'est encore un livre dans lequel je me suis lancée en me disant bon bah je m'attends pas trop à grand chose, c'est du YA et tout, mais qui m'a surprise. Mais vraiment, j'ai conseillé ce livre à 2 copines et les 2 l'ont absolument adoré et lui ont donné 4,75 ou 5 étoiles, je sais plus. Mais franchement, ce livre il est trop bien. Pour un petit résumé, on est dans de la fantasy inspirée de mythologie africaine et on suit l'histoire de Tarisai, qui est une petite fille qui a été élevée toute sa vie seule par une femme qui est sa mère, qu'elle appelle de Lady, et qui rêve en fait d'avoir une famille. Et un jour, Tarisai va être envoyée à la capitale dans le but de rejoindre le cercle d'amis du prince, qui sera le prince couronné et après la mort de son père, le roi. Et qui sont en fait unis par des liens tellement forts que c'est des liens qui sont même plus forts que le sang. Sauf qu'en fait tout ça c'est le plan de sa mère, de Lady, pour qu'elle infiltre le cercle secret du prince afin de le tuer. Sauf que Tarisai, elle a pas du tout envie de le tuer. En fait elle a envie d'avoir une famille, d'avoir de vrais amis, etc. Et du coup la question c'est de savoir est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va obéir à sa mère, ou bien est-ce qu'elle va privilégier ces liens qu'elle va tisser avec ces nouvelles personnes. Et franchement, quand je vous dis que j'ai été agréablement surprise par ce livre, que ce soit par la plume, que ce soit par le world building, que ce soit par le personnage, tout était parfait en fait, tout faisait parfaitement sens et c'était juste comme être transporté dans un nouvel univers. Et en plus la mythologie africaine, moi c'est pas ce que j'ai le plus, c'est pas non plus ce qu'on trouve le plus, et je suis trop contente de savoir que ce livre a été apprécié, qu'il a été traduit en français. J'espère vraiment qu'ils vont faire le travail de marketing et de communication sur ce livre parce qu'il mérite d'être connu tout simplement. C'est une duologie qui est fantastique et j'ai hâte de voir ce que Jordan Ifoko va faire par la suite. Enfin, là aussi on a une fun family, on a une héroïne qui, en plus vous me connaissez à quel point en général les héroïnes de livres elles me tapent sur le système. Là franchement je l'ai bien aimé, Tarisai, les personnages secondaires pareil, le système de magie hyper classe. Donc franchement si vous vous posiez encore des questions, ça a été une de mes meilleures lectures de l'année 2022 clairement. Donc n'hésitez pas et foncez et lisez Raybearer. Du coup, voilà mes 5 meilleures lectures de l'année. Il n'y en a pas beaucoup, mais comme on dit, on préfère la qualité à la quantité. Et donc, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous parler de mes 3 pires lectures de l'année. Finalement, je pensais qu'il y en aurait plus, mais en regardant les livres que j'ai lus, je me suis rendu compte que les autres livres, c'était plus des 3-4 étoiles, plutôt que des vraiment mauvaises notes. Donc, ces 3 livres dont je vais vous parler, c'est vraiment que... voilà. C'est pas des livres que j'ai aimé beaucoup, que j'ai souvent voulu DNF et qui m'ont trauma pour la plupart. Le premier étant un livre dont je vous ai déjà parlé, qui a été House of Sky and Breath de Sarah J. Maas. Et c'est vraiment trop drôle parce qu'en regardant les récapitulatifs des meilleures et pires lectures 2022 de plein de youtubeuses que je suis, il a été dans pas mal des pires lectures aussi, donc franchement je me sens moins seule. Mais je vous en avais déjà parlé un petit peu sans vraiment m'appesantir en long, en large et en travers sur ce livre. Mais ce livre était un bordel, il n'avait aucun sens, le rythme était... Enfin, le rythme, ça n'allait pas du tout. Et en fait, ce livre aurait clairement eu besoin d'un éditeur, mais apparemment, j'ai lu que pour ce livre, Sarah J. Maas n'avait pas eu d'éditeur, donc il n'y a pas de travail éditorial qui a été fait derrière. Et franchement, ça se sent parce que... Enfin, je sais même pas quoi dire en fait sur ce livre, en sachant que le prologue avait été la partie la plus intéressante de tout ce livre. Et en lisant le prologue, je me suis dit ah ouais, ça va partir sur un autre niveau et tout, ça va vraiment être un livre intéressant, mais que nenni. Et en fait, plus j'avançais dans la lecture et plus je me disais mais il y a rien qui va, il y a rien qui va, il y a rien qui va. Enfin franchement, l'évolution des personnages, je l'ai trouvé horrible. Bryce, qui était un personnage que j'adorais vraiment, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui m'avait beaucoup touché dans le premier tome de Christian City, est devenu mais détestable. Enfin, clairement, c'est le personnage qui est tout le temps en train de faire des blagues et tout, qui peut être au seuil de la mort, qui continuera à faire des blagues. Enfin, voilà. Hunt, il m'a foutu la flemme, il était inutile dans ce livre, que se faire marcher dessus. Tous les deux, j'ai trouvé qu'ils avaient zéro alchimie, genre vraiment, ils m'ont fait autant d'effet qu'une serviette mouillée, pour vous dire. Donc comme ça, c'est dit, il y avait beaucoup trop de points de vue masculins, c'est-à-dire que le seul point de vue féminin qu'on a eu dans ce livre, c'était le point de vue de Bryce. Après, les 4 autres points de vue, c'était des points de vue d'hommes. Je n'ai absolument pas compris pourquoi, ni comment, mais voilà, c'était pas du tout ça, dont un point de vue, le point de vue de Tarquin, qui était inutile. À chaque fois qu'on avait un point de vue, c'était lui qui plongeait dans la rivière pour rejoindre sa mère, ou lui qui sortait, sa reine, ou lui qui sortait de la rivière en train de se plaindre.
le fait que tous les personnages masculins dans ce livre soient obligés de vouloir sauter Brice, c'était trop, vraiment c'était trop. Et je pense que le pire pour moi restera le traitement des personnages racistes dans ce livre. Enfin, pour moi ça n'avait aucun sens. Elle a réutilisé la trope où on utilise la fille qui est morte pour lui coller tous les problèmes de la terre dessus, où on se rend compte qu'en fait c'est pas une vraie amie et ceci et cela. Franchement ça m'a dégoûté. Et oui, pour en revenir au personnage racisé, j'ai pas compris là ce qu'elle nous a fait. Moi qui pensais que dans Crescent City ça s'était un petit peu amélioré, même si j'avais encore quelques petites réserves, mais bon voilà. Alors le 2 m'a montré que clairement elle n'a pas appris de ses erreurs, pour la simple et bonne raison que tous les personnages racisés qui sont dans ce livre, c'est des personnages secondaires qui pourraient ne pas être là. Ça ne changerait absolument rien. Enfin, ils sont vraiment là pour faire figure de token, si vous voulez. Le fait que tous les couples qui soient présents, c'est tous les personnages racisés sont entre eux, tous les personnages blancs sont entre eux. Enfin vraiment c'était trop pour moi. La romance entre eux, bref, une romance, j'ai failli vous spoiler, mais une des romances principales dans ce livre, mais j'avais envie de me foutre en l'air. Enfin franchement, c'était vraiment une de mes pires lectures de l'année et je mâche mes mots. La fin, franchement la fin, j'avais été spoilée de la fin, ça m'avait foutu la flemme. Mais en lisant la fin, ça m'a encore plus foutu la flemme, vous voyez, pour la suite. Et voilà, genre vraiment, je n'ai quasiment rien tiré de positif à ce livre finalement. Donc une énorme déception, mais à un point, vous imaginez même pas. Ouais, voilà. Beaucoup de personnes m'ont demandé si je lirais le tome 3. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. Donc il y a moyen que j'attende qu'ils sortent, de voir ce que les gens disent, de lire quelques spoilers et de voir par rapport aux spoilers qui sortent si je décide de le lire ou pas. Mais franchement, ce tome 2 pour moi était une catastrophe qui a ruiné une saga qui pourtant s'annonçait plutôt bien. Et du coup, moi, j'ai décidé de considérer que Crescent City c'était un stand-alone et qu'il n'y avait pas de suite. C'est beaucoup mieux comme ça, je ferai ma suite dans ma tête, voilà, c'est mieux comme ça. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est un livre dont je vous avais parlé en début d'année dans ma lecture sur la romance, et il s'agit de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Plus je repense à ce livre et plus je pense que c'est un des pires livres que j'ai jamais lu de mon existence. C'est vraiment pour vous faire la vidéo que je me suis forcée à le finir parce que je pense que je n'aurais jamais terminé ce livre en temps normal, mais franchement c'était vraiment une mauvaise fanfic en fait. Enfin, déjà c'est une fanfic puisque c'est inspiré de Reylo du ship Reylo dans Star Wars, mais plus je pense aux éléments de ce livre et à certaines scènes qui étaient plus cringe que le cringe lui-même, et plus je me demande le pourquoi du comment. Et j'avoue que le succès de ce livre me dépasse un petit peu, mais après les gens lisent ce qu'ils veulent. Par contre, j'ai entendu pas mal de critiques sur le deuxième livre de l'autrice qui est Love on the Brain, que je ne lirai bien sûr pas, mais qui apparemment n'est pas... Certains ont dit qu'il n'était pas au niveau du premier, étant donné que pour moi le premier n'était déjà pas au niveau, c'est pas une lecture que je m'aventurerais à avoir. J'espère qu'on n'entend rien parce que je suis chez ma mère qui garde des enfants qui sont en train de rire à gorge déployée dans le couloir. Au moins il y a des gens ici qui sont heureux, ça fait plaisir. Mais bref, il y avait vraiment rien qui allait dans ce livre, que ce soit les personnages, que ce soit les dialogues. Alors la scène de smut, j'étais débordée de A à Z. Les personnages secondaires, ça n'allait pas du tout. Le seul truc qui était un peu positif, c'était le message un peu féministe qu'il y avait, parce que ça adressait beaucoup le féminisme et les violences sexuelles dans le milieu STEM, donc milieu des sciences, etc. Et je sais que c'est un sujet qui a parlé à pas mal de gens, donc je suis plutôt heureuse pour ces personnes-là. Mais sinon, c'était c'est très catastrophique ce livre. Enfin, non, c'est pas un livre que je recommanderais du coup. Et pour terminer, le dernier livre dont je voulais parler, c'est The Inheritance Games de... J'ai oublié le nom de l'autrice. Alors, The Inheritance Games, quand il est sorti, j'ai voulu le lire parce que Read with Cindy l'avait lu et qu'elle avait beaucoup aimé. Ensuite, j'ai vu des avis dessus et j'y ai réfléchi un peu plus. Et je me suis dit, en fait, non, je pense que ce sera pas un livre qui me correspondrait. Sauf qu'entre temps, j'ai fait un Secret Santa avec ma copine Cassandra qui me l'a offert. Et donc, c'est à ce moment-là que je l'ai lu. Et encore, le début, ça commençait pas trop mal. Mais ouais, non,
non, ce livre m'a perdu. Enfin, je n'ai trouvé aucun personnage intéressant. J'ai trouvé que l'intrigue n'était absolument pas intéressante, alors que pourtant, sur le papier, c'est quand même un truc assez stylé, mais je sais pas. Je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher. Non, pour moi, ça l'a vraiment pas fait. Et je pense qu'un des trucs qui m'a vraiment haché dans ce roman, en plus du détestable triangle amoureux, c'était le rythme. En fait, les chapitres faisaient 2 pages et demie, et après, c'était un nouveau chapitre, ce qui fait que dans un livre qui fait moins de 400 pages, on a 85 chapitres. Et j'ai trouvé ça détestable parce que j'avais l'impression de lire une succession de scènes, un peu comme au théâtre, sans de lien vraiment, sans lien les unes avec les autres, et j'ai trouvé ça extrêmement déconcertant. Sans compter que la fin, j'ai pas non plus trop compris ce qui se passait. Il y avait une sous-intrigue avec une fille morte qui avait été entre les 2 frères. Enfin, un peu trop Vampire Diaries à mon goût. Enfin bref, c'est vraiment pas un livre que j'ai apprécié. Je ne lirai bien évidemment pas la suite. En plus, beaucoup de gens étaient déçus par la suite et ont dit que le livre aurait simplement dû être un stand-alone. Déjà que je n'ai pas réussi à supporter le stand-alone, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais apprécier la suite, malheureusement. Donc, je vais devoir dire non et mettre un haut là où je suis. Franchement, je trouve que 3 livres, c'est pas mal, vous voyez. Ça veut dire que je choisis mes livres avec soin et que même si j'ai des lectures qui sont pas incroyables, elles ne finissent quand même pas dans une liste de pires livres de l'année. Donc voilà, c'est quand même... j'essaie de trouver un aspect positif à cette situation, mais pour moi c'est plutôt positif, donc voilà. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi quelles ont été vos lectures préférées, quelles ont été vos pires lectures, si un des romans que je vous ai présenté dans mes meilleures lectures vous intéresse. J'espère que oui. Vous avez intérêt à lire Féminisme et Pop Culture et White Tears Brown Scars, d'accord? C'est une obligation. Mais voilà, moi j'étais très contente de vous présenter les lectures de l'année. Je vais essayer d'être un peu plus consistante en 2023 parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué d'échanger avec vous et de faire des vidéos sur YouTube, même si ça prend quand même un petit peu de temps. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un pouce plus et un commentaire, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là et puis ça m'encourage pour faire d'autres vidéos. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.